Coucou mes pépites, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me pose derrière le micro avec une énergie un peu particulière. Je n'ai pas de script parfait, j'ai juste mon cœur grand ouvert et une histoire incroyable à vous raconter. Une histoire tellement folle, tellement magique qu'elle est la preuve vivante d'une chose. L'abondance n'est pas quelque chose que l'on poursuit, c'est quelque chose que l'on attire parce que l'on est à l'intérieur. Pour vous raconter, il y a quelques mois, j'avais préparé un épisode dans ma tête. Je procrastinais le moment de l'enregistrer et je viens de comprendre pourquoi. L'histoire n'était pas finie. L'univers attendait que je vive le dénouement complet pour vous livrer la leçon en entier. Prenez de quoi vous installer confortablement. On va parler de paix intérieure, de tests de l'univers, de mémoire ancestrale et de comment la réalité finit toujours par plier quand on ose se choisir. Pour bien comprendre, il faut revenir un peu en arrière. Cette nuit-là, je me suis réveillée en sursaut. Mes mains cherchaient mes affaires autour de mon lit comme pour les protéger d'un voleur invisible. Ça m'arrive depuis plusieurs années. Et un matin, j'ai enfin compris pourquoi. Pourquoi mon corps se souvenait d'une histoire qui n'est pas la mienne, mais celle de mon sang. Dans ma famille, l'abondance a souvent rimé avec trahison. Mon grand-père était millionnaire. Il a tout perdu. On lui a tout volé. Mon père, lui, avait réussi comme mon grand-père. C'était un homme d'une générosité immense. Et pareillement, il a vu son empire s'effondrer de la même manière. Parce qu'on a abusé de sa bonté. Et il y a quelque temps, j'ai vécu une situation familiale complexe autour de l'héritage de mon père. Pour faire simple, une tati a pris cet héritage pour elle. Aujourd'hui encore, des terrains qui m'appartiennent, à moi et mon frère, à Madagascar, sont vendus sans que je voie la couleur de cet argent. Dans le monde ordinaire, qu'est-ce qu'on fait ? On se bat, on crie à l'injustice, on nourrit de la rancœur, on s'épuise, on vibre le manque, la trahison, la haine, la colère. Mais moi, j'ai choisi une autre voie, celle de la reine. J'ai atteint un état de complétude absolue que j'en ai plus rien à foutre de rien. Ma paix intérieure est ma plus grande richesse. J'ai choisi de regarder cette situation et de me dire flemme. Flemme de courir après les gens, flemme de me battre, flemme de haïr. Qu'ils gardent pour eux si ça les rend vraiment heureux. Et quand j'entends les histoires sur eux, je peux vous garantir qu'ils sont tout sauf heureux. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'au plus profond de mes cellules, que peu importe ce qui se passe à l'extérieur, je suis déjà riche. Ma valeur et ma sécurité ne dépendent pas d'un morceau de papier ou d'un compte en banque ou d'un terrain à Madagascar. Je suis restée en paix. J'ai compris que ce qu'on vous vole, l'argent, les terrains, les idées, n'est rien face à votre capacité de créer. On peut vous voler vos terres, on peut vous voler vos idées, mais écoutez bien mes pépites, personne ne peut voler votre fréquence. Il n'y a rien de plus précieux que votre fréquence. Et sachez que quand vous vibrez cette paix, l'univers vient toujours vérifier si vous êtes solide. Je vous explique. Il y a peu de temps, j'ai manifesté des retrouvailles magiques avec ma meilleure amie d'enfance. Après 10 ans, on se retrouve chez ma cousine pour fêter ça. Et là, pendant la discussion, ma cousine commence à me parler en négatif de cette fameuse tati. Elle avait tous les arguments du monde pour allumer une mèche ce soir-là, pour nourrir une haine envers elle. Elle me raconte la belle vie qu'il mène là-bas avec cet argent et qu'elle l'a confrontée, qu'elle lui a dit « Mais Tati, tu as pris l'argent de tonton, tu as vendu ses terrains » et que ma Tati a nié probablement par honte, incapable d'assumer. À ce moment-là, j'aurais pu sauter sur l'occasion pour cracher mon venin. Mais non, je suis restée neutre, mes pépites. Calme, sereine, j'ai écouté sans que mon ego ne se réveille. Au contraire, j'avais que de l'amour à l'intérieur de mon cœur. Et j'ai remarqué que ça perturbait ma cousine de me voir rester aussi calme, aussi neutre et lumineuse face à toute cette négativité. Mais il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que j'ai validé ma paix. J'ai refusé de redescendre dans les vibrations de la lutte. Bref, les semaines sont passées. Je mène ma vie, je suis toujours en plein tri, les enfants qui courent partout. Et là, je reçois une lettre en recommandé de mon ancien bailleur pour mon local commercial.
Une réponse défavorable face à un refus de remise gracieuse que j'avais demandé avec une sorte d'ultimatum de 48 heures avant de transmettre le dossier à un huissier. Alors que j'étais persuadée de ma réponse qu'elle allait être favorable. Mais bon, un vrai mur qui tombe devant moi, mais que je décide de surmonter. Sur le moment, j'ai eu un élan. J'ai appelé cette fameuse Tati. Dans ma tête, je me disais, purée, mais c'est mon argent, c'est mon héritage, alors j'ai toute la légitimité de lui demander. Et écoutez bien la puissance de la vie. Quand je lui ai dit, Tati, j'ai besoin de cet argent, elle m'a répondu instantanément. Justement, j'y pensais. Je pensais à t'envoyer de l'argent. Envoie-moi ton RIB tout de suite. Pas une ni deux, je lui envoie mon RIB. Elle me dit que c'est ma cousine, c'est-à-dire sa fille, qui va me faire le virement. On était un samedi. Le dimanche, ma Tati m'envoie un vocal pour me demander si j'ai bien reçu l'argent. Je lui dis que non. Et elle me dit, tiens-moi au courant. Donc le mardi après-midi, je vais sur mon compte et je vois toujours rien. Donc la vérité, je me suis dit, si elle avait vraiment envie, l'argent aurait été déjà sur mon compte en fait. L'argent ne peut pas disparaître ni être allé sur un autre compte, c'est impossible de faire cette erreur. Bref, les jours passent et toujours pas de virement. Et vous voulez savoir ce qui s'est passé ensuite? Ma Tati a fini par m'envoyer un nouveau message vocal. Elle s'est confondue en excuses pour m'expliquer pourquoi le virement n'avait toujours pas été fait. Et là, le rideau tombe sur la réalité des coulisses familiales. Ma cousine l'esquive complètement depuis une semaine. Ma Tati s'est même disputée, fâchée avec sa propre fille parce que celle-ci refuse de me faire le virement. Mes pépites, rendez-vous compte de l'injustice que je suis en train de vous décrire. On parle de l'argent d'un terrain vendu qui, à la base, appartient à mon père. C'est lui qui a acheté tous ces terrains à l'époque avec la sueur de son front. Et aujourd'hui, ce sont mes cousines qui en profitent de son empire et qui refusent de me reverser ce qui me revient de droit. Aujourd'hui, je n'ai plus ma mère, je n'ai plus mon père. Je suis seule face à moi-même pour essayer de m'en sortir et de construire ma vie. Et vous voulez savoir ce que j'ai ressenti quand ma Tati m'a raconté ça? Rien de spécial. Juste, ok, une neutralité absolue. À une époque de ma vie, je ne l'aurais pas supporté. Cela m'aurait détruite, mise dans une colère noire. J'aurais crié au scandale face à tant d'injustice et d'ingratitude. Mais aujourd'hui, je suis tellement reconnaissante de pouvoir prendre les choses comme cela, si vous saviez. J'ai vécu trop d'injustices dans ma vie et j'en vis encore aujourd'hui, à travers cette situation et d'autres encore. Mais il n'y a aucun souci, c'est ok, j'accepte. Alors attention, accepter ne veut pas dire se soumettre ou abandonner. J'ai fait ma part, j'ai posé mon action, j'ai demandé à ce que mon argent me revienne. Et mon RIB est entre leurs mains. Le reste ne m'appartient plus. Peut-être qu'elles attendent que j'insiste, qu'elles attendent que je leur cours après pour nourrir leur ego ou leur besoin de contrôle. Peut-être qu'elles attendent que je m'énerve et que je m'en prenne à elles. Connaissant le fonctionnement de ma famille, en tout cas inconsciemment, c'est fort possible. Mais flemme en fait. Je ne vibrerai pas le manque pour elles. Le comportement des autres, la mesquinerie des autres et l'injustice des autres n'auront plus aucun pouvoir sur ma paix d'esprit. Je reste assise sur mon trône, sereine, tout en vibrant avec une certitude absolue que mon héritage me revient, peu importe où, quand et comment. L'univers a d'autres chemins pour me bénir. J'ai confiance. Dans la vie, il faut savoir lâcher prise. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout abandonner, surtout quand il s'agit de vous défendre. Pourquoi je vous dis ça? Je vous raconte une autre histoire. Il y a quelques mois, je m'apprêtais à conduire. Mon fils était avec moi. D'un coup, une intuition me traverse l'esprit. Un signal d'alarme invisible. En fait, mon fils s'assied toujours à l'arrière, à côté de son petit frère. Mais là, je m'arrête et je lui dis avec fermeté, passe devant s'il te plaît. Il me dit, mais pourquoi? Il insiste pour s'asseoir derrière. Je lui ai dit, cherche pas pourquoi, j'insiste, tu passes devant. Donc il a fini par m'écouter sans broncher. Donc je roule tranquillement et quelques mètres devant, dans un rond-point, un énorme poids lourd percute ma voiture de plein fouet pile à l'arrière gauche, là où mon fils aurait dû être assis. La tôle complètement enfoncée, la voiture a fait presque un tour sur elle-même. Le bruit était terrifiant, mais nous, indemnes. On est sortis indemnes. Mon intuition venait de lui sauver la vie. Le choc passé, le chauffeur descend et il me hurle dessus. Il me dit que je suis en tort,
Il a tout fait pour entrer dans ma tête, pour manipuler mon cerveau et pour ancrer cette croyance que c'était moi qui étais en tort. Je lui ai dit, écoutez, on verra ce que l'assurance va nous dire. Donc, au même moment, j'ouvre ma boîte à gants pour prendre un constat. Et là, le gars, il se barre dans ma figure et reste s'asseoir dans son camion. Bref, du coup, je garde ma force tranquille, je prends des photos et je vais à l'assurance. Et là, arrivé là-bas, le ping-pong administratif commence. L'assurance me dit que certes, le gars est en tort, mais qu'on ne peut rien faire puisque je ne suis pas en assurance tout risque et donc que je dois aller porter plainte. Donc, je vais au commissariat pour porter plainte, mais le policier, lui, me dit « Madame, s'il n'y a pas eu délit de fuite, ce n'est pas à nous d'enquêter, c'est à votre assurance de faire son travail. Vous les payez pour ça. » Donc, je retourne à l'assurance. Elle me rabâche la même chose. Il faut absolument que j'aille porter plainte. Je lui ai dit, bon, dans tous les cas, peu importe, je dépose quand même mon dossier et on verra bien ce qu'il en est. Au moment de franchir la porte, je me retourne et je demande un récépissé à la dame. Elle me dit qu'ils ne font pas ça. J'insiste. Je lui dis, au moins un tampon avec une signature et une date, s'il vous plaît. Je vois qu'elle est un peu agacée, mais elle le fait quand même. Heureusement que j'ai eu ce réflexe-là, car cette dame, au final, elle n'a jamais envoyé mon dossier au sinistre pendant 6 mois. Ouais, je l'ai su 6 mois plus tard. Bref, en retournant à ma voiture, je repense au commissariat et à sa file d'attente interminable. Et là, je me dis, flemme de perdre ma journée dans une salle d'attente à devoir aller porter plainte. Donc, dans tous les cas, ma portière sera réparée. Peu importe ce qu'ils disent. J'ai démarré, j'ai lâché prise, je suis rentrée chez moi tranquillement, me reposer avec la certitude absolue que l'univers s'en chargerait. Ensuite, 4 mois de silence radio passent, mais je reste confiante, ma voiture sera réparée. C'est mon droit le plus strict. Un jour, je vais dans un magasin pour acheter des rideaux. Un monsieur m'aborde pour un sondage. Je lui raconte mon histoire et là, frisson. Le monsieur me sourit, il me dit « Madame, vous avez de la chance, je suis expert en assurance. » Donc là, il me donne toutes les failles juridiques, les mots-clés secrets et me rebooste. C'est lui-même qui me pousse à relancer mon assurance en me disant « Peu importe mon contrat, au vu de votre dossier, ils sont dans l'obligation de procéder à une enquête pour ensuite démarrer les réparations. » Et c'est là que j'ai compris que l'univers m'avait envoyé l'expert parfait pile au rayon rideau. Donc j'envoie une mise en demeure en bonne et due forme. Moins d'1 semaine plus tard, un expert me contacte pour un rendez-vous chez un garagiste de mon choix. Les jours passent, toujours pas de nouvelles. Donc je passe voir le garagiste qui me dit n'avoir aucune nouvelle non plus. Malgré leur Roland. Donc en rentrant, j'appelle le cabinet d'expertise qui s'était occupé de venir voir ma voiture chez le garagiste en question. Et là, mes pépites, coup de massue. Ils me disent que mon dossier a été mis en pause par mon assurance et qu'ils ne peuvent rien faire sans leur feu vert. Donc, je décide le lendemain matin de me rendre sur place à l'assurance pour comprendre ce qui se passe. La conseillère m'explique que mon dossier a été refusé. Elle s'excuse dans un premier temps car mon dossier n'avait pas été pris en compte la première fois que je l'avais déposé. Et elle s'excuse dans un deuxième temps parce qu'elle s'est trompée dans mon adresse mail. Et c'est pour ça que je n'ai rien reçu après le passage de leur expert chez le garagiste. Donc elle m'envoie le mail en question en direct. Je le lis et là je vois la raison de la réponse défavorable. Délit de fuite de la personne tierce et comme je ne suis pas en assurance tout risque, donc voilà la raison. Je la regarde et je lui dis « Mais madame, c'est complètement faux. Monsieur n'a pas fait de délit de fuite. Les photos le montrent bien qu'il était stationné derrière moi après l'accident, qu'il est sorti, qu'il m'a gueulé dessus et il est retourné dans son camion quand j'ai sorti le constat. Le choc est à l'arrière, il est 100% en tort, on voit les traces rouges de son camion sur ma portière blanche, sur les photos que je vous ai envoyées. S'il n'avait rien à se reprocher, il aurait signé. Elle me dit oui, mais madame, vous n'êtes pas en assurance tout risque. En fait, à chaque fois, il me rabâche cette excuse en pleine figure. Bref, je lui ai dit, mais vous en tant qu'assureur, je sais pas, vous n'avez pas le droit de demander l'accès aux caméras de surveillance ou je sais pas, en fait, il n'y a pas de véritable enquête
pour trouver une solution. Et là, elle reste brève devant moi, négative, limite inhumaine. En gros, je sentais qu'elle faisait tout pour ancrer le doute en moi et toujours me rabâcher cette fameuse excuse. Oui, mais vous n'êtes pas en assurance tout risque. Donc, en gros, je paye pour rien. Je suis pour rien, en fait, si le gars, il n'a pas voulu signer le constat. J'aurais dû faire quoi? Mettre un couteau sous sa gorge pour l'obliger à remplir le constat? Bref, je me suis rappelé de ces 3 personnes, le policier, le juriste et cet expert du rayon rideau, qui m'avait bien dit « Votre assurance doit faire son boulot, peu importe votre contrat. » Et là, elle a fini par m'avouer un truc. La personne tierce est elle aussi assurée dans la même agence. Et là, tout s'est éclairé. Je comprends pourquoi ça bloque. Je la regarde et je lui dis « Madame, je ne vais pas lâcher l'affaire. S'il faut, je vais faire recours à ma protection juridique. Parce que là, ce que je vis, c'est une injustice totale. » Elle finit par me dire qu'elle va relancer le sinistre et que j'aurai une réponse dans 2 semaines. Donc, je sors de l'assurance, je retourne à ma voiture. Ça fait 6 mois que ce dossier traîne et ils veulent encore me faire attendre 2 semaines, sans aucun écrit. Juste une promesse, juste des paroles. Je démarre ma voiture alors que j'avais prévu d'aller acheter une robe pour sortir le samedi soir qui arrivait. Et tout d'un coup, mon corps me dit stop. J'ai éteint le moteur, j'ai respiré un bon coup. Dans mon ancien monde, où pour la majorité d'entre nous, le réflexe automatique aurait été de foncer dans les magasins ou aller manger quelque part pour anesthésier la douleur. On court pour fuir ce nœud dans la poitrine, on achète des choses pour se divertir, on mange pour apaiser nos émotions, pour faire semblant que tout va bien, parce que notre premier réflexe humain, c'est de fuir l'inconfort. J'ai éteint ce moteur, j'ai choisi d'écouter mon âme plutôt que de fuir. Je me suis dit non. Je m'aime trop pour m'étourdir dans les magasins alors que mon corps là, en ce moment même, crie qu'il a besoin de douceur. Donc je décide de rentrer à la maison pour m'occuper de moi. Et c'est ça le vrai amour de soi, c'est se choisir. J'ai privilégié mon écologie intérieure, mon intégration, mon petit cocon, plutôt qu'une béquille extérieure. J'ai offert à la petite fille en moi la sécurité de sa maison plutôt que le bruit des centres commerciaux. Et je me suis dit que je finirais par trouver une jolie petite robe que j'ai déjà à l'intérieur de mon dressing pour sortir ce samedi soir. Quand je suis rentrée chez moi, le contre-coup a été immense. Un nœud énorme dans la poitrine qui a irradié jusqu'à dans mon dos, qui m'a demandé de me reposer pour accueillir tout ça. Mon corps nettoyait les vieilles mémoires de peur, de perte, de trahison et d'injustice. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai crié le manque de mon papa, de ma maman, en nettoyant mon cœur en profondeur. J'ai posé ces valises trop lourdes, ces mémoires de vol et de trahison ancestrale. Après m'être calmée, j'ai envoyé un mail bien salé à l'assurance pour contester en stipulant que si dans les 48 heures je n'ai pas de réponse, je lance les démarches auprès de ma protection juridique et d'un médiateur en assurance. Après avoir envoyé ce mail, je me suis rendu compte de l'importance de cet acte. J'ai eu peur, très peur, mais j'ai confiance. Je connais mes droits, je suis victime d'une injustice et je prends la responsabilité de me défendre. Tout va bien, tout est en ma faveur et heureusement, j'ai eu le réflexe lors de l'accident de faire les photos. En une seule soirée, j'ai pleuré, j'ai libéré des choses lourdes et j'ai fait face à l'assurance et j'ai écouté mon corps. Conclusion de tout ça, sachez mes pépites que votre valeur est intouchable. Les mémoires ne demandent qu'à être libérées. Et comment l'énergie se libère-t-elle? En remontant à la surface. La vie recrée des scénarios similaires dans ta réalité actuelle pour te donner l'opportunité de réagir différemment de ce que tu avais pour habitude de faire, de ce que tes ancêtres ont fait. Au lieu de subir, de fuir ou de me résigner, j'ai posé les faits, j'ai exigé. Une fois que vous comprenez ce schéma et que vous réagissez différemment, la boucle commence à se dissoudre. Ne vous épuisez jamais à courir après ce qu'on vous a pris. Consacrez toute votre énergie à bâtir ce qui arrive. Quand vous ouvrez les mains pour laisser partir ce qui n'est plus à vous, vous réalisez qu'elles sont enfin libres pour recevoir ce qui vient. Et ce qui arrive est tellement plus grand, tellement plus juste et plus pur. Mais en même temps, n'abandonnez jamais et surtout tenez votre posture face au manque d'humanisme dans cette société.
Alors, certaines d'entre vous vont peut-être se dire « Mais Keina, c'est contradictoire, tu dis flemme pour ton héritage, mais tu as sorti les griffes face à ton assurance. Pourquoi tu te bats d'un côté et pas de l'autre ?» Alors, mes pépites, c'est là toute la différence entre la naïveté et la posture de reine. C'est une question d'équilibre et de pragmatisme pour soi. Pour mon héritage à Madagascar, la réalité technique est là. Je n'ai pas les outils juridiques internationaux ni la protection nécessaire ici pour aller mener une guerre à des centaines de kilomètres. Me battre là-bas, ce serait jeter mon énergie, mon temps et ma santé dans un gouffre que je pense est sans fond. J'ai choisi de préserver mon écologie intérieure. Mais l'assurance, c'est totalement différent. Eux, je les paye tous les mois. C'est un contrat commercial direct. Ne pas se battre face à un organisme qu'on rémunère pour nous protéger, ce ne serait pas du lâcher-prise, ce serait de la soumission. Taper du poing sur la table face à l'assurance, c'est honorer mes droits et exiger la justice ici et maintenant. C'est pour cela que je vous raconte mes deux histoires, pour que vous fassiez bien le discernement du lâcher-prise. La reine ne s'épuise pas dans des guerres perdues d'avance où elle n'a pas les armes dans la matière. Dans ce cas de figure, ton pouvoir est dans l'énergétique. On ne l'abandonne pas. N'ayez pas peur de vos moments de down. N'ayez pas peur d'éteindre le moteur quand votre corps s'épuise. Les tempêtes ne viennent pas détruire votre vie. Elles viennent tester vos nouvelles fondations. Vous êtes légitime, vous êtes protégé et l'abondance est une énergie fluide qui sait vous trouver quand vous êtes aligné. Et c'est la suite logique de l'abondance, même financière. La façon dont on gère ou dont on lâche prise face au conflit, à l'injustice ou aux limites, c'est exactement la façon dont on gère notre argent. Je vous explique. Pourquoi ce nœud revient-il dans notre poitrine lorsqu'une situation compliquée se présente? Par exemple, dès que tu commences à poser tes limites pour ton héritage, dans mon cas à moi, le lâcher-prise et le je m'en foutisme, car oui, mon manque de réaction est une véritable limite que j'impose. Je refuse de donner mon pouvoir ou des raisons à ma tati de ne pas me restituer mon héritage. Ou face à un organisme que tu paies tous les mois pour ta protection, ton subconscient te dit « Si je m'élève, si je prends ma place, si je gagne beaucoup d'argent, je vais attirer les conflits, je vais attirer la jalousie. On va vouloir me prendre ce qui m'appartient. » Et tant que ton cerveau associe la richesse à la nécessité de devoir porter une armure et de te battre contre des prédateurs, il va bloquer les grosses sommes pour te protéger du conflit. Le switch à faire, c'est que l'argent ne nous rend pas vulnérables. Au contraire, il nous rend intouchables. Plus tu es riche financièrement, plus tu as les moyens de déléguer, de te protéger et d'actionner des leviers sans même avoir à descendre dans l'arène. Dans notre société et encore plus dans notre mémoire familiale, on porte l'illusion que pour mériter l'argent, il faut souffrir, trimer et faire des efforts surhumains. Si c'est fluide, si ça vient depuis ton lit, alors ce n'est pas normal. On se dit « je n'ai pas assez travaillé ». C'est complètement faux. Vous savez, quand je suis rentrée chez moi après mon rendez-vous à l'assurance, j'ai passé l'après-midi à me reposer en boule dans mon lit, à accueillir mes émotions. Et bien cet après-midi-là, j'ai reçu 2 ventes. Comme ça, juste une notification sur mon téléphone. J'ai accueilli la vulnérabilité, je me suis mise au chaud dans mon cocon pour m'aligner et mon business a quand même généré des ventes dans la fluidité. Alors autorisez-vous à dissocier l'argent de la souffrance. L'argent n'est pas la récompense de la fatigue, c'est la réponse à ta valeur et à ton alignement. Tu as le droit de t'enrichir en pyjama sous ta couette. Le seul vrai blocage dans notre vie, c'est de sécuriser notre subconscient. Maintenant, faut-il encore savoir comment le faire et avoir la motivation de le faire pour l'intégrer. Et si tu souhaites être accompagné par un mentor qui a réellement expérimenté et intégré tout ce qu'elle prétend connaître, alors sache que tu l'as derrière ton écran. N'hésite pas à me contacter, tu as toutes les infos en barre de description. Par contre, pour le moment, je suis en pleine transition dans ma vie perso.
Pour l'instant, je suis en pause, mais je prends quand même les candidatures pour la prochaine ouverture de mon accompagnement Éclore. Alors, si tu le souhaites, n'hésite pas à checker mon site et à remplir le formulaire pour t'inscrire. Et si tu veux commencer à faire sauter tes verrous dès maintenant, sans attendre l'ouverture des portes de mon offre Éclore, mon e-book est fait pour toi. Il est disponible sur mon site kainamindset.fr. C'est l'outil parfait pour entamer ton premier déclic. Prenez grand soin de votre vibration, mes pépites. C'était Kaina, votre éveilleuse. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.